Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi, bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on va parler d'économie circulaire, du défi vélo plein air et on va agrémenter notre émission d'un feu de camp et un peu d'arôme de jazz. Si ça suffit à piquer votre curiosité, alors c'est parti pour vos infos TCBH. J'ai le goût de vous présenter l'émission dans le désordre duquel je viens de vous le présenter. En fait, on va commencer tout ça avec une entrevue qui nous parle d'Arôme de jazz. Arôme de jazz, qu'est-ce que c'est? C'est le titre d'un album. Je vous dis pas de qui, je laisse le reportage parler de lui-même. Je vous présente aujourd'hui une entrevue un peu inusitée. Inusitée dans son contexte puisque Marc-André Pépin va rencontrer Marc-André Pépin. Bonjour Marc-André. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. On se parle aujourd'hui parce que le 3 mars dernier sortait Arôme de jazz, ton 7e album en carrière. Tout d'abord, félicitations. Merci. Arôme de jazz, peux-tu me parler un peu là, de la réalisation de cet album-là? Oui, en fait, Arôme de jazz, c'est mon 7e album. C'est un album pour orchestre qui est un peu inusité de ma part dans le sens que les 6 premiers albums étaient des albums de piano, essentiellement. Cet album-là, en fait, c'est un album que je veux faire depuis longtemps, mais étant donné que c'est pour orchestre, ça demande beaucoup plus de moyens. Ça a été assez long à voir le jour. L'écriture de l'album a été complétée en 2016, mais le côté production a été assez ardu à faire. Côté écriture, ça s'est très bien passé. J'ai adoré écrire pour orchestre. C'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai absolument adoré ça. Comme je dis à tout le monde, si ce n'était pas que c'est si compliqué et difficile à produire, je pense que je n'écrirais plus que pour orchestre. Enfin libéré de mon piano auquel je suis enchaîné depuis mon enfance. Bon, je vais encore écrire pour le piano. Le piano, il y en a à côté, puis j'en ai 2 autres. Le piano est quand même mon compagnon depuis longtemps, il va le demeurer, mais il reste que écrire pour orchestre a été une expérience merveilleuse. Mais côté production, ça a été plus difficile. J'ai essayé d'avoir des subventions, j'ai essayé d'intéresser des orchestres. Et ça n'a pas fonctionné, donc c'est ce qui a fait que je me suis ramassé à Budapest pour l'enregistrement. D'accord. Et ton expérience avec l'orchestre de Budapest, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien, ça se fait à distance, en Zoom comme présentement. C'est merveilleux avec la technologie maintenant. En fait, c'est que c'est des orchestres de l'Europe de l'Est qui donnent des services d'enregistrement d'une certaine façon clé en main. C'est-à-dire qu'eux autres, ils sont en studio, ils ont les techniciens qui s'occupent de faire les enregistrements, de s'assurer que tout est correct. Et nous, on envoie les partitions
Et les partitions sont distribuées là-bas, puis on cédule un moment pour l'enregistrement, qui peut être des sessions de 2-3 heures, 1, 2, 3 heures. Et moi, j'étais avec mon réalisateur ici à Québec, et les gens, on voit l'orchestre et le chef faire la lecture, en fait, des partitions. Et on fait nos commentaires après chaque lecture pour des ajustements. Et quand tout est beau, on considère que tout est beau, finalement, à la fin, ils nous envoient les enregistrements en électronique, naturellement. Et ça a été mixé et masterisé par le réalisateur de l'album, Serge Lacasse, ici à Québec. Cet album-là se veut sans piano. Tu disais que tu es enchaîné à ton piano depuis ton enfance. Pourquoi sans piano? En fait, j'ai pas voulu le faire sans piano, et c'est ce qui est un peu particulier, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire l'album pour orchestre, même si je voulais... Parce qu'en fait, j'avais des pièces que j'ai faites au piano, puis il me semblait que ça prenait d'autres instruments pour compléter, que le piano, c'était pas suffisant. Et j'avais fait des tests un peu des arrangements, des expériences avec des petits ensembles du genre combo jazz, par exemple. C'est guitare, basse, guitare, piano, batterie, puis quelques cuivres, mettons 8 à 10 musiciens, mais j'étais pas satisfait des résultats. Et un jour, j'ai entendu une pièce Danzón numéro 2 d'Arturo Márquez. Vous regarderez ça sur Internet. En tout cas, pour ceux qui aiment la musique classique, moi, ça a été une découverte merveilleuse. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est ça que ça me prend, c'est un orchestre symphonique. Mais au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, je croyais utiliser beaucoup de piano. Que le piano, ce serait plus du piano accompagné. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin, sauf dans une pièce. Puis j'ai été surpris moi-même, parce que... Mais l'orchestre, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'instruments, il y a tellement de couleurs possibles. Finalement, le piano, comme je dis, dans une pièce, je l'ai utilisé, mais c'était plus comme instrument rythmique qu'il n'y a pas nécessairement le haut du pavé, si on veut, ou la voix principale. Donc, c'est pour ça que je dis c'est sans piano. Et j'ai dit ça aussi parce que pour faire la différence un peu avec mes anciens albums, parce que mes albums précédents étaient pas des albums de piano, comme je disais tantôt. Cet album-ci, Arôme de jazz, comme on l'a dit, a 9 pièces originales. Si je te demandais de me présenter à nos auditeurs une pièce qui ressort du lot qui est ta préférée, ce serait laquelle? Bon, ça, la pièce préférée, c'est toujours difficile. Je dis toujours, c'est comme demander lequel de mes enfants je préfère. C'est toujours embêtant de répondre à ça. Je les aime toutes, mais disons que si je peux vous en sortir une, peut-être qui va peut-être plaire à beaucoup de gens, c'est Farniente. Farniente, c'est un mot d'origine italienne qui veut dire rien faire, mais en fait, c'est de douce oisiveté. C'est la journée de vacances où tu es vraiment en vacances et tu n'as aucune obligation et tu n'as pas de culpabilité. Tu n'es pas en train de penser à quelque chose que tu aurais dû faire. Tu es vraiment en vacances, tu profites du soleil, tu profites du temps qui passe. Et donc, c'est farniente. Ça ressemble un peu à un boléro, un peu comme, je dirais, ça peut avoir des ressemblances avec le boléro de Ravel, mais c'est à 4 temps au lieu de 3 temps, pour ceux qui connaissent la musique. Là. Donc, c'est pas vraiment un boléro, mais c'est un peu le style d'un boléro. Bon, ben, on s'en va écouter un extrait, si tu le veux bien. Merci.
bien, bravo, Marc-André, pour cet extrait-là. C'est vraiment très bon. Merci. Bien, merci beaucoup. On vient de s'attarder au contenu un peu de cet album. Si on s'attardait un peu au visuel de cet album-ci. Tout d'abord, j'aimerais t'entendre me parler de Arômes de jazz. Bon, l'idée, l'album comme tel, pour moi, c'est de la musique classique, auquel s'ajoutent, c'est ça, certains arômes de jazz, c'est-à-dire des harmonies ou des rythmes qui sont plus associés au jazz généralement. Et comme je dis souvent, c'est la différence entre prendre un vrai café ou sentir l'arôme du café. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas du jazz pur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment... Moi, je me considère plus comme un musicien classique dans la façon d'exprimer mes idées, de développer mes idées musicales. Et cet album-là, c'est ça. Mais vu qu'il y avait des éléments de jazz, des saveurs jazz à certains moments, c'est d'où le titre Arôme de jazz. C'est comme ça que ça a été décidé. OK. Et en ce qui a trait à la pochette de l'album, on y voit un violon. J'imagine que ça a un lien avec l'orchestre symphonique, mais j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Bien, je suis content que vous me posiez la question parce que ça intrigue, je pense, un peu tout le monde, mais c'est très bien, c'est voulu dans le sens que, justement, quand vous entendez le mot jazz, habituellement, l'instrument musical qui vous vient en tête, c'est pas un violon. Ça va être un saxophone, peut-être un piano, peut-être une clarinette. Et c'était pour exprimer cette contradiction-là ou ce paradoxe-là qu'il y a des éléments jazz, mais finalement, c'est plus classique parce que quand on parle de musique classique, je dirais que l'instrument qui le symbolise le plus, c'est le violon. Donc, c'était l'idée qui est derrière l'image sur la pochette. 7e album en carrière, ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans? Bien, en fait, depuis le premier album, ça fait 15 ans. Donc, c'est à peu près un album aux 2 ans. C'est un rythme qui est quand même qui est pas mal exigeant. Je vais continuer dans cette voie-là. Le prochain projet, il n'est pas encore décidé, mais j'ai beaucoup de débuts de toutes sortes de choses déjà d'avance. Donc, éventuellement, là, je me concentre beaucoup sur la mise en marché de Arômes de jazz, la promotion. Et après ça, je vais me rembarquer dans un projet précis pour la suite. Là. Mais il devrait y avoir d'autres albums. On dit que ça prend, il y a environ, c'est un album aux 2 ans. Est-ce que ça prend à peu près ça pour réaliser un tel album? Celui-là, l'écriture de celui-là a duré, ça s'est échelonné sur 2 ans, mais il faut dire que je travaillais à temps plein aussi en même temps, ce qui fait que mais ça s'est quand même bien fait. Il y a d'autres albums, des fois, ça se fait assez rapidement. C'est un peu, des fois, je cherche le fil conducteur. C'est que je compose de façon assez régulière, j'ai des nouvelles pièces. Puis à un moment donné, il y a des pièces qui peuvent être regroupées selon un concept, selon une idée. Puis c'est à partir de là que je vais compléter un album. Je vais dire, je vais faire un album dans cette direction-là. Et lorsqu'il me manque des pièces, là, je vais les compléter. Puis ça peut se faire assez rapidement. C'est toujours selon l'inspiration, mais ça, l'inspiration. Mais habituellement, quand je m'y mets, disons que ça vient. Ça se fait assez vite. Je suis content que vous parliez d'inspiration parce que c'était ma prochaine question. De quoi est-ce que vous vous inspirez au quotidien? Qu'est-ce qui peut déclencher une mélodie chez vous? Je vous dirais que c'est de m'en aller au piano et d'improviser. La plupart du temps. C'est sûr que des fois, je me lève des fois le matin avec un air, mais je pense que j'ai jamais fait de composition avec les airs avec lesquels je me suis levé le matin. C'est drôle. C'est bizarre, mais des fois, c'est ça. Je me lève, puis c'est comme dans la nuit, c'est comme si j'avais essayé de composer quelque chose, mais habituellement, c'est pas comme ça. C'est vraiment, j'improvise et à un moment donné, il y a une idée qui me semble intéressante. Souvent, je la mets de côté dans le sens que je l'enregistre. Avant ça, je l'enregistre sur cassette. Maintenant, je suis modernisé. Et souvent, je vais la réécouter quelques jours ou quelques semaines plus tard. Puis si je trouve ça encore bon, parce que des fois, il y a des idées que sur le coup, ça semblait bon, mais quand on les revise un peu plus tard, on les jette à la poubelle. Et si ça me semble encore bon, je vais la développer, puis là, je vais faire une pièce plus importante avec. OK. En ce qui a trait à Arômes de jazz, tout ce qui est accompagnement, est-ce que c'est vous qui avez réalisé les accompagnements? C'est moi qui ai écrit la musique au complet. Tous les instruments.
C'était la première fois, je n'étais pas sûr d'y arriver. Bon, j'ai étudié l'orchestration, tout ça, mais on écrit rarement pour orchestre parce que, comme je disais tantôt, c'est très difficile à faire produire, c'est très difficile à faire jouer. Donc, habituellement, on va écrire soit pour le piano ou pour des petits ensembles parce que là, c'est plus facile à gérer et à produire. Pour orchestre, j'avais déjà fait des arrangements pour des petits ensembles, mais pour un orchestre symphonique complet, c'était la première fois. Et comme je dis tantôt, ça a quand même bien été. J'étais très heureux des résultats. Puis je pensais d'être paralysé par le nombre de possibilités parce que c'est sûr que quand on arrive avec le nombre d'instruments qu'il y a là, on peut. La même idée musicale peut être traitée de façon. Il y a presque une infinité de possibilités. Mais non, finalement, habituellement, je trouvais assez rapidement le fil conducteur, puis ça s'est déroulé assez rapidement, l'orchestration comme telle. OK. Et j'imagine que pour écrire pour chacun des instruments qui vont se joindre à la pièce, vous devez avoir une vague idée des instruments que vous allez vouloir ajouter dans l'orchestration. Je pense que plusieurs personnes qui aiment la musique, dont j'en fais partie, se questionnent tout le temps à savoir, un pianiste qui écrit une composition, ça vient comme ça vient, mais d'entendre tous les instruments aux alentours qu'on va y ajouter, comment est-ce que le processus de création se passe à ce niveau-là? Souvent, je vais partir c'est-à-dire du piano pour composer l'idée musicale. Après ça, je dirais que j'essaie des choses dans ma tête avec des instruments. Puis si ça me semble correct, là, je commence à l'écrire. Puis si c'est beau, je continue. C'est un peu difficile. Je pense que ça part beaucoup de l'écoute qu'on a fait. J'ai écouté beaucoup de musique, on entend. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça donne des idées sur comment je devrais orchestrer la mélodie ou comment je devrais faire tel passage. C'est un peu difficile à expliquer. Mais ça vient aussi lentement, c'est-à-dire qu'habituellement, je n'écris pas nécessairement une pièce d'un trait. Là. Puis des fois, même, je vais bloquer. Tu sais, il y a une journée, j'écris, ça avance, puis à un moment donné, j'ai plus d'idées, ou en tout cas, les idées qui me viennent me semblent pas bonnes, donc je les ai de côté, j'y reviens le lendemain ou 2 jours plus tard. Puis là, j'ai une nouvelle idée, puis là, celle-là a l'air à tenir la route. C'est pas une technique. C'est sûr que c'est pas une technique. OK. On parle pour cet album-là qu'il y a eu des inspirations d'Arturo Merkez. Pouvez-vous me parler de vos autres sources d'inspiration? On parle de Michel Legrand. Pouvez-vous me parler des autres? Michel Legrand, je l'aime beaucoup. Michel Legrand, il a toujours fait des super belles mélodies, des longues mélodies. C'est bien harmonisé. Donc, c'est quelqu'un qui m'a influencé beaucoup. Je dirais que de façon générale, c'est la musique classique, parce que moi, j'ai accroché jeune à la musique classique. À l'adolescence, j'ai écouté ça. Je n'étais pas nécessairement d'une famille où on écoutait beaucoup de musique. On avait quelques albums classiques, puis à un moment donné, j'ai mis ça sur la table tournante, puis j'ai accroché. Et donc, je dirais que ma source principale, c'est la musique classique. Mais c'est ça, Michel Legrand, Gershwin, par exemple, entre autres pour cet album-là, peut-être plus, parce que Gershwin a un peu mélangé la musique classique et le jazz. C'est donc sa fameuse Rhapsody in Blue, son concerto en fa, par exemple. C'est du classique, mais c'est aussi beaucoup de jazz là-dedans. Donc, ça a été aussi d'autres influences importantes, même Piazzolla, pour des rythmes un peu plus, dans cet album-là, plus tango. J'ai des pièces qui sont plus fondées sur des rythmes de tango. Donc, Piazzolla m'a influencé sûrement là-dessus. OK. Si on va, j'aimerais ça aller un peu plus dans la profondeur du personnage que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour vous en aller à la musique? Est-ce que vous aviez une famille de musiciens? Qu'est-ce qui vous a amené à en faire? Je dirais pas que c'était pas une famille de musiciens. Mon père était chantait à la messe. Bon, j'avais une sœur qui prenait le piano. Je pense que ça m'a peut-être incité. Et un bon jour, c'est ça, peut-être parce que ma sœur pratiquait le piano, à un moment donné, j'ai dit j'aimerais ça apprendre le piano aussi. Et donc, j'ai commencé le piano vers 8 ans. Mais j'étais
très discipliné à cette époque-là, dans le sens que, ben, c'est sûr, à 8 ans, des fois, c'est pas toujours le cas. Et je jouais beaucoup à l'oreille. Donc, au début, donc les progrès étaient plus lents. Mais un peu plus tard, disons, peut-être vers 12-13 ans, là, j'ai commencé à prendre ça très au sérieux. Puis là, il n'y a personne qui avait besoin de me pousser dans le dos. Là. J'étais très motivé. Puis, comme je disais tantôt, la musique classique, là, j'ai beaucoup accroché à ça. Donc, c'est une passion. C'est beau de vous entendre en parler, en tout cas. Oui, ben, en tout cas, c'est le fun de pouvoir parler de sa passion. Merci de me le permettre. Donc, l'album a paru le 3 mars dernier. Comment est-ce que les gens peuvent se le procurer? Disponible partout en magasin. Il est disponible en CD aussi, si vous voulez le commander par Internet. Mais disponible aussi sur tous les sites de vente et d'écoute électronique, Spotify, Apple Music et autres. Là. Il y en a, on ne sait plus combien qu'il y en a, mais je suis distribué partout. OK. Et les gens qui aimeraient vous suivre, qui aimeraient suivre un peu l'actualité de votre carrière, voir tout ce qui s'y passe, peuvent le faire de quelle manière? marc-andrépépin.com sans trait d'union, sans espace, c'est M-A-R-C au lieu de Marc. C'est ça, marc-andrépépin.com. Vous allez tout savoir là-dessus. Marc-André Pépin, ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette entrevue-ci avec vous. Bien, ça a été très partagé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'espère que ce reportage-ci, cette entrevue-ci, a suffi à vous faire sourire. Marc-André Pépin qui rencontre Marc-André Pépin, c'est quand même assez rare. Lorsque j'ai vu ce communiqué de presse-là, que Marc-André Pépin sortait son album, je me suis dit, en ayant le même nom que lui, je ne peux pas passer à côté d'une entrevue comme celle-là. Puis je me suis dit que ça serait super intéressant pour vous d'en apprendre un peu plus sur cet artiste. Moi-même, j'en ai appris un peu plus. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. À présent, on va aller faire un petit tour au camping municipal de Trois-Pistoles le 10 mars, puisque la ville avait organisé pour les citoyens un feu de camp.
On est rendu à la moitié de notre émission. On prend une pause publicitaire et au retour, on s'en va écouter Elim Conseil qui nous parle d'économie circulaire. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. On est de retour à l'émission. À présent, je vous présente un reportage sur Elim Conseil qui venait faire une présentation à la SADC des Basques, une présentation sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je laisse M. Francis Beauregard vous l'expliquer dans ce reportage. Donc, merci à tous d'être là, d'être venus à notre premier atelier en économie circulaire. On est super content de vous avoir. C'est une initiative aujourd'hui de la SADC avec le programme Virage Vert. L'événement est fait en collaboration avec le CLD, avec Louise et Cindy, Audrey et moi de la SADC, puis Francis et Évariste de Synergie Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est super heureux de vous avoir aujourd'hui. Je me trouve devant les bureaux de la SADC des Basques, puisqu'aujourd'hui à l'émission, on va parler de maillage entre les entreprises et d'économie circulaire. Pour m'en parler, je rencontre Francis Beauregard, qui est chargé de projet chez Elim Conseil en économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on fait un atelier de maillage. Qu'est-ce que c'est un atelier de maillage? C'est qu'on rencontre des entrepreneurs, puis on explique c'est quoi le concept de l'économie circulaire, puis on demande aux entreprises de nous amener des offres ou demandes par exemple, de matières résiduelles. Puis on peut voir si on peut mailler des entreprises ensemble pour que les offres et demandes puissent se mailler ensemble. J'ai demandé à M. Beauregard qu'est-ce qui a amené à faire une telle activité de maillage. Un atelier de maillage, en fait, c'est une activité qu'on fait à plusieurs moments, en fait. Là. Il y a plusieurs activités d'atelier de maillage. Le mois dernier, justement, on en avait un dans la Matapédia, à Sébec. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut que les entreprises collaborent ensemble davantage. C'est une des axes principaux de l'économie circulaire, c'est qu'on veut que les entreprises, de plus en plus, sortent de leur milieu puis collaborent ensemble pour trouver des solutions, justement, en gestion de matières résiduelles, en partage de ressources humaines, en partage d'actifs. Donc, sortir un peu du modèle, ce qu'on appelle l'économie linéaire, où est-ce qu'on extrait des ressources pour les consommer et les jeter. Fait que là, maintenant, on veut repenser le modèle économique, puis on veut que les gens utilisent moins de ressources pour fabriquer ou pour consommer, puis qu'en fin de vie, au lieu de jeter en enfouissement, bien, qu'on trouve des façons de réparer, de reconditionner, de partager, de louer, donc même des économies comme l'économie de fonctionnalité. Donc, est-ce qu'on peut, au lieu de vendre un objet, est-ce qu'on peut vendre un usage d'un objet? Donc, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut avoir avec les gens du milieu. Puis quand on réunit les gens ensemble, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont très créatifs, puis souvent, il va émerger des idées, puis ensemble, bien, justement, on bâtit là-dessus. Puis ces ateliers de maillage-là, c'est le moment parfait pour initier ces réflexions-là.
Je me suis demandé pourquoi est-ce que Elim Conseil, qui est à Rimouski, venait faire cette présentation dans les Basques. Eh bien, voici ce que M. Beauregard me répond. Parce qu'en fait, nous, Elim Conseil, on est porteur du projet qui s'appelle Synergie Bas-Saint-Laurent. Donc, Synergie Bas-Saint-Laurent, c'est un projet qui se porte sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, dans chacune des MRC, les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, on a des animateurs comme moi qui font ces travaux-là d'ateliers de maillage. Donc, on parle avec les entreprises pour essayer de développer, justement, comme je disais, l'économie circulaire. Puis, on essaie, justement, de plus en plus de faire des événements en personne suite à la pandémie pour remettre, justement, ce climat de collaboration-là en marche, puis remettre des nouvelles synergies en place. Donc, remettre les gens ensemble, mailler les offres et les besoins pour, justement, réduire le gaspillage. Depuis le début, je vous parle de Elim Conseil. Eh bien, qu'est-ce que Elim Conseil fait? C'est quoi son expertise? On fait de l'accompagnement des entreprises en développement durable. On fait aussi l'accompagnement avec les municipalités, avec toutes les ECI. Donc, on accompagne les entreprises, justement, on leur donne de l'information, de la sensibilisation, puis on peut même les accompagner sur des projets concrets en développement durable. Donc, je pense à la cohorte de relance durable, je parle du pôle d'économie sociale, je parle de mandats avec les municipalités pour revoir leur politique en développement durable. Donc, on accompagne les entreprises au niveau du développement durable, puis on opérationnalise davantage ça au niveau de l'économie circulaire, où est-ce que là, on va aller voir les entreprises, puis on va leur dire c'est quoi vos rejets que vous avez, que vous ne trouvez pas de débouchés. On va essayer de les aider justement à mailler avec d'autres entreprises, ou on va initier des projets de recherche avec des centres collégiales de transfert technologique ou avec des institutions justement en éducation. Donc, on essaie d'accompagner les entreprises pour trouver des solutions qu'ils n'auraient pas le temps de faire. Donc, c'est ça. Vous voulez des exemples d'économies circulaires qui ont été réalisées dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement dans notre secteur? Eh bien, M. Beauregard me donne ces exemples-ci. Bien, l'exemple le plus notable, là, c'est aujourd'hui un des présentateurs, un témoignage d'une entreprise, c'est la ferme Ryukyu à Saint-Simon. Donc, la ferme Ryukyu Jean-François travaille avec le caveau des Trois-Pistoles. Donc, le caveau fournit la drèche à la ferme. La ferme utilise ça comme nourriture animale. Puis, à la suite de ça, il y a certains des bovins, justement, qui sont nourris par cette drèche-là, qui vont être abattus. Puis, après, ça va être transformé à la boucherie du centre-ville, qui n'est pas loin d'ici non plus. Et la viande de la boucherie va aller au caveau, dans leur menu. Et puis, même les graisses de la boucherie vont aller à la SEMAR, justement, pour le compostage. OK. Fait qu'on voit la boucle, en fait, là, qui est complète. J'ai questionné M. Beauregard pour savoir combien d'entreprises, combien d'entrepreneurs allaient participer à l'activité de maillage et également de m'expliquer le déroulement de cette activité. On attend une vingtaine d'entreprises, donc 20 entrepreneurs. Puis, il va y avoir des gens aussi, des agents économiques. Donc, il va y avoir le CLD des Basques, la SADC des Basques. Il va y avoir le Fonds Éco-Leader aussi qui va être là pour être un levier financier pour démarrer des projets en économie circulaire. Donc, ça va être une présentation sommaire de l'économie circulaire, de Synergie Bas-Saint-Laurent et d'Elim, et des services aussi de la SADC, du CLD et du Fonds Éco-Leader. Ensuite de ça, il va y avoir des témoignages d'entrepreneurs qui ont mis en place des stratégies d'économie circulaire dans leurs entreprises, même des fois sans le savoir. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux entreprises, aux entrepreneurs qui vont être là, de donner des offres ou des demandes de matières, exemple des matières résiduelles, ou peut-être du personnel qu'il y aurait, ou des locaux disponibles, pour après ça voir des demandes des entreprises aussi, pour essayer de les mailler ensemble, pour voir s'il y aurait des choses qu'ils pourraient partager ensemble. Donc, accentuer la collaboration entre les entreprises. Il va y avoir aussi des exemples de dossiers qui vont être plus régionaux, justement, des exemples concrets qui sont à plus grande échelle. Donc, j'ai un exemple des plastiques agricoles dans la région. Donc, il va y avoir ces genres d'enjeux-là aussi qu'on va discuter qui seraient intéressants, qui sont des enjeux qui ne sont pas nécessairement une entreprise avec une entreprise, qui peut être un enjeu commun à plusieurs entreprises qui voudraient trouver justement un débouché ou une façon de valoriser des rejets. Donc, si vous aussi, vous pensez avoir un produit, une matière qui peut participer à l'économie circulaire, je vous invite à contacter M. Francis Beauregard chez Elim Conseil ou directement la SADC de la MRC des Basques. La meunerie, il y avait plein de big bags que ne savaient pas quoi faire, c'était des gros sacs. Et puis, dans le fond, Pro Armature, qui est une entreprise des Basques, ils les ont récupérés, ils les ont réutilisés pour la gestion de leurs produits, en fait. Plutôt que d'utiliser des sacs à usage unique ou qui perçaient ou n'importe quoi, ils se sont dit, ben, écoute, on va prendre des big bags réutilisés. Puis ça, vous voyez un peu les détails de la synergie, mais c'est quelque chose qui était intéressant pour les deux côtés. Là. Donc, parce qu'eux, ils ne savaient pas quoi en faire. La meunerie, ça prenait de l'espace de stockage, puis ça les accommodait. Puis Pro Armature, ben, c'est une solution un peu à leur conditionnement qu'ils ont trouvé comme ça.
Comme dernier reportage, on vous présente un point de presse auquel j'ai pu assister à Rimouski, à l'Association du cancer de l'Est du Québec, puisque le 25e défi vélo plein air prenait son envol pour cette année. Alors, bon matin. Alors, merci à vous tous d'être là. Ce serait difficile de passer sous silence le comité qui s'occupe de la 25e édition. On a un comité là, extraordinaire, tant au niveau, au niveau des commandites et le conseil d'administration. Ces gens-là et moi-même travaillent depuis septembre pour la préparation de la 25e édition, qui, je le suis sûr, va passer à l'histoire de tous les défis. Alors, date importante, 8 et 9 juillet 2023. Ce qui concerne le trajet cette année, on avait fait un sondage auprès des participants pour voir qu'est-ce qu'ils avaient aimé l'an passé, qu'est-ce qu'ils leur avaient... C'est sûr que la météo, ils avaient tous adoré ça. On s'entend que l'année passée, c'était météo extraordinaire pour les cyclistes. Alors, c'est un parcours de 240 km qui nous amène de Montmagny le samedi matin 8 en direction de Rimouski. Et on va arrêter à Rivière-du-Loup pour le souper du samedi avec des ravitaillements aux 40 et 50 km. Moi, je veux tout simplement vous parler des premiers défis vélo. Je veux vous parler même du premier défi vélo. Qu'est-ce qui m'a amené au début à faire le premier défi vélo? Je ne vous cacherai pas que, étant propriétaire de vélo plein air à ce moment-là, que la passion du vélo, je l'ai depuis très longtemps, même avant d'avoir un magasin. Parce que j'ai parti un magasin parce que j'avais une passion pour ce milieu-là, le vélo et le plein air. Dans ce temps-là, j'avais un bon ami à moi. Je dis dans ce temps-là parce qu'il n'est plus, Charles Albert. Charles Albert, j'ai été rencontrer Charles Albert parce que lui avait déjà fait un événement qui ressemble à ça. Puis je l'ai rencontré pour lui demander si ça le dérangeait que je reprenne cet événement-là, que je la fasse sur une formule un petit peu différente. Puis Charles m'a juste dit, ben Gilles, je demande pas mieux. J'espère que même que tu vas réussir avec ça. Il a participé à notre événement. Il était bien content du succès. Mais là, je vais vous dire que un matin, du départ du défi vélo, on a appris que Charles était dans le coma. Fait que je vous laisse deviner dans quel état que ce défi-là s'est passé. Vélo plein air, j'ai vendu le magasin il y a maintenant près de 11 ans. Mais je suis très content et très fier de savoir que les nouveaux propriétaires de vélo plein air continuent toujours dans la même direction et pour la même cause que je suis. Fait que je remercie beaucoup Carl, je remercie beaucoup René et Edith qui est ici présente. Merci Edith d'être là. Quand vous faites affaire avec une entreprise locale comme Vélo plein air, on est assuré que les retombées vont rester dans la région. C'est pas les gens de l'extérieur qui investissent dans notre événement. Oui, on a des membres, on a du monde de l'extérieur, mais Vélo plein air, c'est une entreprise locale, puis Vélo plein air réinvestit beaucoup dans les événements de notre genre. On a été très audacieux, le comité organisateur, parce qu'on veut un minimum de 150 cyclistes pour l'événement. L'année passée, on était 85. Souvenez-vous, on est revenu dans le présentiel l'an dernier, après 2 années où on le faisait de façon, à cause de la pandémie, on disait aux gens, bien, inscrivez-vous, mais faites-le à votre rythme quand vous allez vouloir le faire. On avait appelé ça « Ton défi vélo ». C'est un côté qui revient encore cette année, mais pour le défi, c'est une augmentation de 76 % du nombre des cyclistes par rapport à l'an dernier, qu'on en avait 85. Fait que, comment s'inscrire? C'est pas vraiment compliqué. On peut s'inscrire d'ici le 8 juin en allant sur défivélopleinair.org. L'inscription est 250 $ et on demande aux gens d'amasser au moins un minimum de 550 $ en cagnotte pour remettre à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce que ça comprend, le 250 $ d'inscription, ça peut paraître beaucoup, mais ça nous aide à couvrir seulement une partie des dépenses. Parce que ce qu'on va offrir comme événement encore cette année, parce qu'on a un comité qui est bien rodé, qui s'est vraiment renouvelé au fil des années,
c'est un service 5 étoiles pour un événement de vélo de la sorte, pour une cause qui est importante pour nous dans la région. Alors, transport des cyclistes, des vélos jusqu'à Montmagny, on charge des dîners, du souper, l'hébergement à Rivière-du-Loup, le déjeuner à Rivière-du-Loup. On fournit le ravitaillement pour toutes les haltes. On a un service de dépannage en cas de bris de vélo. C'est le mécano de vélo plein air qui va être là avec nous, qui va nous accompagner pendant les 2 jours. On va également fournir un super de jersey. Pour le 25e cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un artiste de la région, un artiste peintre, Raymond-Marie Murray, de nous créer un dessin, de nous créer une œuvre inédite qu'on va pouvoir mettre sur notre jersey. On ne peut pas vous le dévoiler aujourd'hui parce que c'est une surprise qu'on réserve à nos 150 cyclistes et plus lors du souper du 8 juillet. Pour le jersey, Carl Bérubé de Vélo plein air vient de s'engager qu'il va prendre 100% des coûts du jersey. Et ça, c'est une belle nouvelle ce matin parce que ça représente plusieurs milliers de dollars. Alors, merci beaucoup, Edith. Je ne sais pas si je te l'apprends en même temps, là. C'est bien lui. Ah, ben maudit, écoutez, là, c'est beaucoup de belles nouvelles qu'on a depuis qu'on a commencé l'organisation du 25e. C'est sûr qu'on veut que ça soit, comme Gilles le disait, festif. On veut que ça soit un super de bel événement. En termes de montant qu'on veut amasser, là, on a été aussi encore très audacieux. Ce qu'on veut remettre directement à la SEC, c'est un montant de 140 000 $ net. L'an dernier, avec 85 cyclistes, on a remis 108 000, ce qui est exceptionnel. 140 000 net, ça veut dire après les dépenses, parce qu'il y en a des dépenses. Mais pour pallier, comme on veut remettre la cagnotte au total à l'Association du cancer, et c'est ce qu'on souhaite, puis le succès, la réussite de l'événement ne passe pas sans des partenaires. Puis je les appelle les partenaires, c'est pas des commanditaires, c'est des partenaires avec nous, parce que ce qu'on fait, quand un commerce s'associe avec la SEC, je considère qu'un organisme comme la SEC, qui est en région depuis 40 ans, c'est gagnant-gagnant de s'associer à l'Association du cancer de l'Est du Québec comme commerce. Merci beaucoup à Desjardins d'être là avec nous encore cette année. Je vois Daniel, je vois Catherine Laure qui est présente. C'est important de sentir que vous nous appuyez. Vélo plein air depuis 25 ans qui est là, c'est important d'avoir le lien avec un commerce dans le monde du vélo. C'est facilitant pour nous, pour l'organisation, à plein des niveaux. Je parlais du groupe Ouellette Belleduc. Structure GB qui est là. André Collin, qui est un ami, un partenaire de longue date. Alain Simard des restaurants AEW, un nouveau partenaire avec nous cette année, partenaire des restaurants de Matane et de Rimouski. Alain avait participé à l'événement l'année passée et je pense qu'il avait beaucoup aimé ça. Puis dès le lundi matin, au retour, j'avais un message courriel de lui qui me disait « J'aimerais ça m'impliquer l'année prochaine. Comment je peux le faire? » Puis on l'a rencontré, il a fait partie de notre comité de commandite, puis c'est un partenaire majeur avec nous cette année. Alors merci beaucoup Alain d'être là, d'être présent. Le groupe RIMA, Rimouski Remorquage, les autres vont se charger des 2 dîners. Physio Ergo Sylvain Trudel, c'est le fun d'avoir ce service-là. Imaginez les cyclistes là, roulent 120 km une journée. Bien, à toutes les haltes, on a des physiothérapeutes pour faire des massages, pour s'occuper d'eux autres. C'est quand on dit un service 5 étoiles, le cycliste n'a qu'à embarquer sur sa selle puis à rouler, à faire les 240 ou les 315 km. Huissier BSL avec Pierre Billier, toujours pratique d'avoir un huissier dans un comité. Je peux vous dire que ma première rencontre avec lui, ça saisit. La coop d'alimentation IGA, ça paraît pas, mais le ravitaillement, c'est plusieurs milliers de dollars. Puis avec Dominique Chiasson, c'était très facile. On est allé le rencontrer. Tiens, hey, m'occupe de votre ravitaillement. C'est fantastique. Sonic Propulse Énergie, avec le dynamique directeur général Danny Landry, qui est membre de notre comité, il fournit des véhicules, d'escorte, l'essence. Transport JMV du BIC pour emmener en autobus les cyclistes jusqu'à Montmagny le samedi matin. Transport Stéphane Ross, transport des vélos. Fromagex, député ministre Maïvité Blanchette-Vézina avec Yannick Chassé, son représentant qui est ici ce matin. Bien, c'est une belle contribution d'elle aussi. Elle poursuit la tradition. Nos députés provinciaux nous ont toujours encouragés au fil des ans. Alors, merci beaucoup. Paul Aubic va nous fournir un camion réfrigéré. Plomberie Robert Deschaines. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Ce que je veux vous dire, c'est que l'organisation de notre événement, c'est juste du positif pour le 25e. On a un comité qui est ambitieux, audacieux et très passionné. Alors, merci beaucoup. Pour les inscriptions, c'est défivéloplenaire.org.
Bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à titre de porte-parole du Grand Desjardins. Donc, Desjardins est fier de présenter la 25e édition. Le partenariat entre Desjardins et la SEC là, date depuis plus de 20 ans d'un partenariat extraordinaire. Et ça fait c'est la 14e implication de Desjardins dans le défi vélo plein air plus spécifiquement. Donc, c'est un plaisir pour nous. D'entrée de jeu aussi, je tiens à vous mentionner, donc nous, je suis co-président d'honneur avec mon associé Jonathan Bolduc, qui ne pourra malheureusement pas être ici aujourd'hui, mais qui va être assurément là, avec nous sur son vélo les 8 et 9 juillet prochains. L'an dernier, Jonathan et moi, on avait tellement adoré notre édition et notre expérience en tant que président d'honneur qu'on avait, dès l'année passée, annoncé qu'on allait prolonger pour une nouvelle année. On ne voulait pas manquer, évidemment, l'opportunité de faire partie de la 25e édition, puis de célébrer ça tous ensemble. Donc, comme vous l'avez entendu, le comité organisateur qui est prêt, beaucoup de gens sont présents aujourd'hui avec nous, là, travaillent à monter une édition là, qui va être mémorable de ce côté-là pour souligner, évidemment, les 25 ans. Ça, 25 ans, Gilles, c'est pas rien. Là. Après 24 ans, on parle de 2745 participants. C'est plus d'1,5 million qui a été accumulé au fil des années pour la SEC. C'est extraordinaire. Puis c'est plus de 700 000 kilomètres qui ont été parcourus là, par l'ensemble des participants. C'est le fun de mettre ça en perspective. Là. Ça, c'est 17 fois le tour de la Terre qui a été fait par l'événement du défi. Je reviens un petit peu comme individu ou comme, évidemment, personne aidante. Souvent, évidemment, le cancer, on se retrouve un petit peu démuni ou impuissant face à ça. Heureusement, on a la SEC ici pour nous offrir des services en région par une équipe de bénévoles extraordinaires puis des intervenants dédiés et humains. Donc, le défi, ça peut nous permettre, chacun d'entre nous, là, d'aider ces gens à trouver le courage de mener leur combat en s'impliquant, nous, de notre côté, à participer au défi, qui est un événement primordial là, pour la SEC. Donc, ce défi s'adresse à qui? Il s'adresse un petit peu à tout le monde qui aurait le goût là, de vivre une expérience humaine extraordinaire, de venir vivre l'expérience de rouler en peloton, puis de se laisser surprendre par la force du groupe. Donc, si en cours de route, il y a des moments un petit peu plus difficiles, bien, ça sera le moment de se rappeler une personne qui a traversé ou qui a eu le combat ou qui a combattu la maladie. Donc, et de lui dédier ces kilomètres de douleur un peu en son honneur. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Bien, moi, comme directrice générale de l'Association du cancer de l'Est du Québec, je ressens une très grande fierté de voir des gens comme eux, des gens de cœur, des personnes généreuses qui sont solidaires à notre mission. Un défi vélo, c'est une fierté collective, mais c'est aussi une fierté individuelle. Quand on regarde s'accomplir, repousser ses propres limites, par amour ou par considération pour un être cher, ou tout simplement par solidarité auprès de la communauté, c'est un sentiment très puissant. C'est aussi une grande source d'inspiration pour tous ceux et celles qui vont vous regarder le jour J. C'est grâce à eux, à notre comité organisateur, à notre président d'honneur, à nos bénévoles, nos donateurs, nos partenaires financiers et aussi à l'équipe de la SEC, qu'on fait en sorte qu'on est capable d'offrir des services aux gens sur notre territoire. De la Pocatière aux îles de la Madeleine, de Tadoussac à Blanc-Sablon, et des services qui vont aider les gens à se sentir mieux physiquement et psychologiquement. Chaque année, notre association doit ramasser 1,7 million de dollars en dons pour répondre aux besoins des gens atteints et leurs proches. Bien, grâce à des activités comme le défi vélo plein air et ton défi vélo plein air, bien, eux autres, ils contribuent directement à l'atteinte de nos objectifs globaux. Du plus profond de mon cœur, merci d'être solidaire. Solidaire du mieux-être des personnes touchées par le cancer. C'est ensemble qu'on peut faire la différence. C'est vraiment ensemble. C'est ce qui met fin à notre émission. J'espère que vous aurez apprécié les reportages qu'on a préparés pour vous cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, encore une fois, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer
les notifications pour ne manquer rien du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.